Bon, allez, on reprend les changements de référentiel alors. La dernière fois, on avait commencé à voir ce qui se passait quand on passait d'un référentiel R à un référentiel R'. On a traité d'abord le cas où les deux référentiels, R est le référentiel galiléen. On a traité le cas où le référentiel R' est un référentiel galiléen. Et on a vu, là, d'abord on a vu la transformation de Galilée pour les coordonnées en prenant les axes et les origines de l'espace et du temps. Ça, je mets entre parenthèses parce qu'en physique classique, évidemment, le temps est universel. En prenant les origines des axes et du temps qui vont bien, on avait cette transformation-là. Et puis, on avait le changement, la composition, la loi de composition des vitesses par changement de référentiel galiléen comme ça, avec simplement une translation. V du point M, c'est V', donc ça c'est dans R, la vitesse dans R, c'est la vitesse dans R', pour n'importe quel point M, plus la vitesse V0 qui est en fait la vitesse de R' par rapport à R. Donc ça c'est facile, simple translation, tous les points du référentiel R' ont la même vitesse V0 par rapport au référentiel R, et on compose les vitesses simplement en les ajoutant vectoriellement. Donc ça c'est très simple. Mais lorsqu'on a un changement de référentiel non galiléen, c'est-à-dire que R' n'est pas galiléen, alors cette vitesse-là, qui est la vitesse de R' par rapport à R, n'est pas définie, puisque la vitesse de tous les points de R' est différente a priori. Si R' est en train de tourner, en plus d'avoir un mouvement de translation, s'il y a aussi un mouvement de rotation, c'est-à-dire un vecteur rotation oméga qui est donc le vecteur rotation de R' par rapport à R, alors tous les points de R' n'ont pas la même vitesse par rapport à R. Et donc cette loi de composition des vitesses est de fait ambiguë, puisqu'on ne sait pas quelle vitesse il faut ajouter là. Il n'y a pas une vitesse du référentiel R' par rapport au référentiel R. Alors ce qu'on avait déjà calculé la dernière fois, démontré, enfin simplement en développant le calcul, c'est qu'en fait cette loi de composition des vitesses par addition des vecteurs est toujours valable, à condition de mettre ici la vitesse du point de R' qui se trouve en M, ou ce qu'on appelle le point coïncident. Alors, point coïncident, allez. On avait terminé là-dessus. Donc ce qu'on appelle le point coïncident, entre parenthèses, le point coïncident avec le point M, qui repère la position du solide, du corps dont on étudie la cinématique. Le point coïncident, c'est par définition le point de R', c'est ça le point important, c'est-à-dire qui est fixe dans R', le point qui se déplace avec R', c'est le point de R' qui coïncide avec M, comme son nom l'indique, à l'instant T. Voilà. Donc ce qu'on avait fait, c'est dériver les coordonnées du point. Alors OM dans le référentiel R, c'est x, ux. Pas la peine de le réécrire, vous l'avez déjà sur vos feuilles, j'imagine, puisque c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et puis on avait écrit de la même façon M. Donc ça c'est dans R. Et le même vecteur dans R', enfin, le même vecteur, je peux introduire O' plus O', et O' dans R', par définition, donc ça je laisse O' si vous voulez, par définition, O' dans R' a pour coordonnées x', y', z', donc ça nous fait
plus y', uy', plus z', uz'. Hein, donc ça, c'est les coordonnées de O'M dans R'. Enfin, c'est le vecteur O'M exprimé par ses coordonnées dans R'. Le point clé étant que ce vecteur-là n'est pas constant, celui-là non plus, hein, puisqu'on a éventuellement un référentiel qui tourne. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dérivé d de OM sur dt, donc d de O' sur dt, ça c'est la vitesse de O' en R, plus, et on avait dérivé, je ne vais pas le refaire, on avait obtenu, en le faisant, vous vous rappelez que la dérivée du vecteur unitaire ux', par exemple, c'est oméga vectoriel ux', pareil pour les autres, donc juste, il suffit de le faire, et on avait obtenu ici oméga vectoriel au prime, c'est ça? Non, pardon. Oui, au prime, justement, voilà. Plus, donc, eh bien, d de O'M sur dt, enfin, plus v'. Voilà. Plus, c'est-à-dire x' point, avec x' point ux' plus y' point uy' plus z' point uz'. Et ça, c'est simplement v', la vitesse du point M. Hein? Pardon? La vitesse du point M dans R', absolument. Et ça, on avait dit que ça, c'est la vitesse du point coïncident, justement. Donc la vitesse de P coïncident avec M, donc la vitesse par rapport à R, V sans prime. Non, pardon. C'est pas ça. Parce que ça, c'est quoi ça? Ah si, c'est ça. Pardon, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est la vitesse du point M dans V. C'est la vitesse du point M dans R' plus la vitesse du point coïncident. Ok? Bon. Et donc maintenant, on va passer à l'accélération. Alors, comme on a peu de temps, je me suis dit que j'allais peut-être pas tout écrire complètement en détail. Oui? Pour être sûr d'avoir fait. Ouais. C'est quoi oméga? Donc ça... Si on fait un dessin. Je vous fais un truc, je pense que ça va répondre à votre question. Donc, le référentiel R', je vais faire comme ça, peut être considéré, en fait, comme un solide se déplaçant dans R. En fait, c'est un solide se déplaçant dans R, hein, puisque un référentiel, on a dit, c'est un ensemble de points qui gardent des distances fixes les uns par rapport aux autres, comme un solide. C'est là aussi la définition d'un solide indéformable. Donc le référentiel R' lui-même est en train de se déplacer d'une certaine façon dans R, et donc son mouvement, comme tout solide, est caractérisé par un vecteur rotation et la vitesse d'un point. Donc tous les points, je vais les appeler P, les points P du référentiel R', obéissent la relation, enfin c'est les vitesses des points P, vérifient la relation V de P1 égale V de P2 plus oméga vectoriel P2 P1, plus P1 P2 vectoriel oméga. C'est bavard des vitesses. D'accord ?
Ça, c'est vrai pour n'importe quel point, les points PI, voilà, quels que soient les points, parce que ça, c'est le champ de vitesse d'un solide, et le référentiel R', c'est un solide. Virtuel, mais c'est un ensemble de points rigidement liés les uns aux autres, donc comme un solide. Donc, le champ de vitesse des points du référentiel, c'est celui-ci, et par conséquent, vous pouvez maintenant prendre par exemple, pour P2, vous prenez O', et vous voyez que la vitesse d'un point P quelconque, c'est la vitesse de O', plus oméga, donc du référentiel R' par rapport au référentiel R, hein, ça c'est le oméga du corps, c'est-à-dire du référentiel, vectoriel, O'P. D'accord ? J'ai remplacé P1 par P et O par O'. Donc vous voyez que cette relation-là nous dit que V de O' plus oméga vectoriel O' P, ou M, c'est la vitesse du point P ou du point M fixe dans le référentiel R' par rapport au référentiel R. Donc ça, c'est effectivement la vitesse, tout ça, c'est la vitesse du point M en tant que point fixe du référentiel R'. C'est ça qu'on appelle le point coïncident. C'est ce que j'ai appelé P ici. Ce VP, c'est bien ça. Si le vecteur O'M est égal au vecteur O'P, c'est-à-dire si c'est le même point, mais la différence, c'est que le point M, il n'est pas forcément immobile dans R', tandis que le point P, c'est un point du référentiel R'. Là où se trouve M à cet endroit-là. Ça ne répond pas à votre question, j'ai l'impression. Non, pas vraiment. Alors je vais faire un... Non, mais je savais ça déjà. D'accord. Ça ne me figure pas plus dans ma tête. D'accord, alors, ok. Alors imaginons... Ok. Prenons le cas simple d'un simple disque qui tourne, et je l'appelle le référentiel R', le référentiel tournant, celui qui tourne avec le disque, c'est-à-dire celui dans lequel tous les points du disque sont en repos. Et je tourne ici avec une vitesse angulaire θ point, donc mettons donc par là, allez, j'ai un vecteur oméga comme ça qui vaut θ point U delta, où U delta est le vecteur qui sort du tableau. Bien. Supposons maintenant, donc c'est un manège par exemple, c'est un manège qui tourne, et puis quelqu'un marche sur le manège. D'accord ? Très dangereux, ne faites pas ça. Quelqu'un marche sur le manège, et voilà, se déplace comme ça. Il a une certaine vitesse V. Il a une certaine vitesse V' par rapport au manège. D'accord ? Je suis dans le manège qui tourne et j'avance à vitesse V'. Question, quelle est ma vitesse par rapport au référentiel R extérieur ? D'accord ? Eh bien, la réponse, oui, vite, non ? Alors, c'est-à-dire ? J'aurais dit sa vitesse de déplacement comme ça, plus la rotation du manège. Donc V, Enfin, c'est pas ça. c'est V'. Alors, ouais, mais la rotation du manège, c'est quoi ? C'est θ point, c'est en fonction de C'est R. R θ point. Enfin, c'est en fonction de la distance du monsieur. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont régulés, R θ. Et quel R ? Le rayon du manège ? On cherche la Non, rotation sa du manège, distance. la rotation du monsieur. Non, elle dépend de. On veut savoir la vitesse de ce point-là, du bonhomme qui... Ça dépend de sa distance du centre. C'est ça, là. Ouais. Ok, donc petit r, θ point, et quel... U θ de qui? L'axe de rotation. U delta, là? Là, comme ça? Non, le corps, il va pas se balader, il sort pas du manège. On peut faire les coordonnées U θ de lui, Oui. celui-là. Oui. Donc en fait, ça rajoute une composante. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est oméga. Ça, c'est oméga vectoriel au ce point-là, M ou P. Ok. D'accord? Donc vous ajoutez la vitesse du corps par rapport au référentiel, plus la vitesse du point du référentiel où on se trouve. La seule différence avec une translation, c'est que dans une translation, tous les points ont la même vitesse, la vitesse du référentiel.
Donc on dit juste qu'on ajoute la vitesse du référentiel. Mais là, vous ne pouvez pas dire j'ajoute la vitesse du référentiel. Il n'y a pas une vitesse du référentiel. Chaque point du référentiel a une vitesse différente. Donc laquelle il faut ajouter? Celle du point où on se trouve. Donc ça ne peut pas être plus simple que ça. Enfin, c'est très naturel. Donc effectivement, ce oméga vectoriel au prime m, c'est la vitesse du point m fixe dans le référentiel par rapport à R. Et là, il n'y a pas de. Ouais, c'est bon? Ok. Alors maintenant, on va passer à l'accélération. Parce que les lois de la mécanique, elles ne sont pas écrites sur la vitesse, elles sont écrites sur l'accélération. Les lois de la mécanique, c'est m fois l'accélération égale la somme des forces. Ça, c'est vrai dans un référentiel galiléen. Maintenant, dans un référentiel non galiléen, comment ça se passe? Il faut calculer l'accélération. Il faut exprimer l'accélération dans le référentiel galiléen que l'on connaît, puisque ça vaut la force divisée par m, en fonction de l'accélération dans le référentiel non galiléen. Et à ce moment-là, on aura la relation fondamentale de la dynamique dans le référentiel non galiléen. Donc en fait, on avait déjà dérivé une fois OM pour avoir la vitesse. Il suffit de dériver une autre fois. d2 de OM sur dt2, donc ça c'est l'accélération A dans le référentiel R. Et je dérive ça une fois de plus. Alors ça fait d2 de OO' sur dt2. Bon, ça c'est l'accélération du point O'. Ok. Plus, alors on y va, plus d de oméga sur dt vectoriel O', plus oméga vectoriel d de O' sur dt, plus la dérivée de ce truc-là. Bon, alors x2 point prime, je vais faire que la composante x, puis on fera plus pareil pour y et pour z. Donc pour la composante x, ça fait x2 point prime ux prime plus x point prime d de ux prime d de ux prime sur dt, c'est-à-dire oméga vectoriel ux prime. Vous vous rappelez? Plus idem yz. Bon. Et le d de O' sur dt, là, en fait, on a déjà calculé le coup d'avant, donc je vais juste le reprendre. Hein? On avait ça. En fait, d de O' sur dt, c'est tout ça. D'accord? C'est on était passé de là à là. On avait dérivé O' là-dessus, plus la dérivée de O' sur dt, que j'ai redéveloppé, là, je l'ai refait aujourd'hui. On l'avait fait la dernière fois. Donc d de O' sur dt, exprimé comme ça, c'est-à-dire ce terme-là, c'est tout ça. Ok? Donc, l'accélération, ça vaut, alors on recommence, d de O' sur dt2 plus d de oméga sur dt vectoriel O', ok, plus, et là je vais mettre donc oméga vectoriel tout ça, plus ça. Alors oméga vectoriel, ça déjà, on a un oméga vectoriel O'. Bon. Ok. Plus oméga vectoriel ça. Alors oméga vectoriel ça, ça fait donc oméga vectoriel, allez, x' point ux' plus y plus z. Ok, idem pour y et pour z. Plus tout ça. Donc plus x' de point ux' plus y plus z, on se comprend. Plus cet autre terme-là, mais cet autre terme-là, en fait, c'est le même que celui-là, regardez. On a x' point oméga vectoriel u x', et là on a oméga vectoriel x' point ux'.
au x' point près, enfin, lui vous pouvez le mettre là et vous avez la même chose qu'ici. Donc en fait, on a ça, c'est 2 fois ça. Ok? Là c'est fini, voilà, c'est tout. Il n'y a plus qu'à recoller les morceaux et on y est. On trouve que A, c'est... Alors, je vais mettre différents termes. Ça, ces trois-là, je les appelle AE comme accélération d'entraînement. Ce terme-là, je l'appelle AC comme Coriolis. oui, comme accélération de Coriolis. Et le dernier c'est quoi? C'est x2 point prime, je vais l'écrire en toutes lettres, plus L'accélération de la prime. y'2 point uy prime plus z' 2 point y, c'est effectivement l'accélération dans le référentiel R', puisque c'est juste dans le référentiel R', évidemment, les vecteurs de base sont fixes, on est dans le référentiel R', et il y a juste la dérivée seconde des composantes, donc c'est le vecteur accélération dans ce référentiel-là, c'est-à-dire R'. Ça, c'est le terme, utiliser mes belles couleurs, voilà, ça c'est le terme vert. Donc c'est l'accélération par rapport Donc c'est l'accélération du point M dans vue dans le référentiel R'. Donc ça c'est l'accélération, on peut l'appeler propre. Du corps dans R', donc. Ça c'est l'accélération du corps dans R. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accélération d'entraînement. On va voir tout de suite pourquoi. Et ça, c'est l'accélération dite de Coriolis. Du nom de Monsieur Coriolis. Un Français, comme son nom ne l'indique pas. Voilà, voilà. Alors, donc ce terme-là, il est trivial, c'est la dérivée seconde des coordonnées, donc c'est effectivement l'accélération propre du corps dans R'. Pourquoi ça s'appelle l'accélération d'entraînement? Ben, en fait, c'est l'accélération du point coïncident, c'est-à-dire du point de R' qui se trouve là où se trouve M, le corps, donc à l'instant considéré du point coïncident. Pourquoi? Ben, comment connaître, une fois qu'on a ça, comment connaître l'accélération du point coïncident? Ben, c'est simple, c'est le point de R' qui se trouve là où est M, mais qui aurait une vitesse nulle, c'est-à-dire une vitesse relative nulle, une vitesse dans le référentiel R' qui serait nulle. C'est-à-dire si x' point, y' point, z' point égale 0, on a bien un point qui est fixe dans R'. Donc vous mettez ça égal à 0, d'accord? S'il a cette vitesse, donc x', si c'est un point, S'il n'a pas de vitesse. s'il n'a pas de vitesse dans R', voilà, ça c'est nul. Mais du coup, s'il est vraiment fixé dans le référentiel, il a aussi une accélération propre nulle, puisqu'il a une vitesse constante, elle est même nulle. Donc ces deux termes-là sont nuls. Donc ça, c'est effectivement l'accélération du point du référentiel qui est là où se trouve M. Donc ça, c'est bien l'accélération locale, enfin l'accélération du point du référentiel. Exactement comme tout à l'heure, on a ajouté la vitesse du point où on était. Ben là, on ajoute l'accélération du point où on est, mais c'est pas tout. Il y a un terme en plus, c'est ce terme-là qui est un peu spécial, qui dépend de la vitesse du corps. Alors je vais l'écrire. AC, c'est, comme vous le voyez, c'est 2 oméga vectoriel. Je vais noter V', puisque ça, c'est la vitesse relative, c'est la vitesse du corps dans R'. Donc,
l'accélération de Coriolis, je vais garder mon code couleur, l'accélération de Coriolis, c'est 2 oméga vectoriel V'. Bon, c'est comme ça, alors ça vient les dimensions d'une accélération, parce que ça c'est un θ point, donc c'est des par seconde, c'est tout, hein. L'angle c'est sans dimension, donc on a des vitesses par seconde, c'est une accélération. Ok. Donc il y a ce terme qui se manifeste en plus, qui ne se manifeste que si la vitesse du corps n'est pas nulle, à l'instant considéré. Et donc c'est un terme, vous voyez, qui dépend de la rotation. Alors évidemment, si on n'a pas de rotation, cette accélération est juste nulle. Ok, très bien. Si on a une translation des référentiels, bah, c'est nul. Et puis donc l'accélération d'entraînement, je ne sais pas, c'est pas la peine que je réécrive tout, hein, c'est ça. C'est défini comme ça. Alors, bon, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, allez, si je vais l'écrire, je vais la réécrire là. Accélération d'entraînement, juste pour traiter un peu les deux termes, les trois termes. Donc, on a d de O au prime sur dt. 2, bien sûr. Plus d de oméga sur dt vectoriel au prime m, plus oméga vectoriel au prime m. Ça, c'est l'accélération d'entraînement par définition. Alors, ça, c'est pas à apprendre par cœur. Encore que, si vous voulez. Non, parce que par contre, ce qu'il faut apprendre par cœur, c'est ça. Ou au moins la manifestation de ça dans le cas d'une rotation pure. On va venir tout de suite. Parce que, alors ça c'est trivial. Ça, c'est l'accélération du point O'. D'accord? On cherche l'accélération du point coïncident. En fait, l'accélération du point coïncident, c'est déjà l'accélération du point O', du centre du repère, okay, plus un truc là, mais un truc qui dépend de la variation du vecteur accélération. Si ce vecteur, du vecteur rotation. Si le vecteur rotation est constant, alors ce terme-là est nul. Voyons-le ici. Je peux effacer tout ça, je pense maintenant. Reprenons le cas simple d'un disque qui tourne. Toujours le même. Vitesse oméga, enfin θ point, et un grand oméga qui vaut donc θ point U delta. Voilà. Et toujours, il y a quelqu'un qui se balade là, ok. À un instant donné, il se trouve au point M, qui se trouve être coïncident avec un certain point du référentiel. Alors, quelle est l'accélération du point M dans... Les deux référentiels, là, ils sont en translation. Là, ils sont juste en rotation. Ouais, il y en a un qui tourne et l'autre qui... Il y en a un, c'est le tableau, et l'autre, c'est le manège qui tourne. Donc, l'accélération du point M, qui est en train... Donc, moi, je suis sur le manège, et je suis en train de me balader sur le manège. Je fais ce que je veux, j'ai le droit d'accélérer par rapport au manège. Si j'accélère par rapport au manège, mon accélération par rapport au manège, c'est A', par définition. Et la question, c'est quelle est mon accélération par rapport au référentiel de départ? Eh bien, c'est l'accélération que j'ai par rapport au manège, plus l'accélération, donc plus l'accélération de Coriolis, on y vient après, plus l'accélération du point du manège sur lequel je me trouve. Quelle est cette accélération du point du manège? Eh bien, on le sent, enfin, j'ai essayé de le sentir. Bon, il y a l'accélération du point haut, c'est-à-dire qu'en plus, le manège, il pourrait être accéléré par ailleurs. Donc ça, il y a l'accélération du point haut, et après, il y a l'accélération qui est liée à la rotation. Celle-là, en fait, si la rotation est en train de varier, c'est-à-dire, par exemple, donc, je tourne par là, et le manège, il se met à tourner plus vite. Alors, forcément, je vais avoir une petite composante. Je vais avoir... Si je suis... Mettons par exemple... Si le manège il se met à tourner plus vite, je vais être un peu propulsé par l'arrière, quoi. Donc il y a une accélération. Enfin, dans cette accélération d'entraînement, c'est comme dans un bus qui freine ou qui accélère. Il y a quelque chose qui est lié au fait que si l'accélération se met à accélérer, par exemple, donc d' sur dt est positif par là, d' vectoriel OM
ça fait une force par là. Pourquoi c'est pas Ah oui, parce que ça c'est A. Parce que du coup, A', l'accélération que je ressens dans le truc, c'est A moins l'accélération d'entraînement, bien sûr. Voilà, donc l'accélération, c'est bien par là, parce que moi, dans le référentiel de R', j'ai l'impression de reculer. mon référentiel, c'est appris. Eh oui, dans le référentiel tournant, c'est A'. Donc en fait, c'est A moins ce truc-là. Et inversement, évidemment, si d oméga, si la vitesse ralentit, d oméga sur dt va être comme ça, vectoriel OM, et donc ça va être dans l'autre sens, et donc j'ai l'impression de projeter vers l'avant. Quand je suis dans un train, mon référentiel il ne tourne pas. Non? Et c'est ça? Ouais. En fait, c'est translation. Voilà, c'est ça, c'est ce point-là. Ah, c'est ce truc-là. Donc ça, c'est la partie translation, ça c'est la partie rotation liée à la différence de vitesse. C'est juste dans quel sens je me fais. Ouais. Bon, ça donne en plus la valeur numérique, en plus la norme. Mais voilà, en tout cas, on comprend bien intuitivement, qualitativement déjà le sens. Et ce terme-là, bah ça c'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Ça, c'est pas lié à la variation du vecteur rotation. Si l'accélération accélère ou ralentit, c'est ce terme-là, on vient de le voir. Ça, c'est juste parce qu'il y a une certaine rotation maintenant, qui vaut oméga, eh bien, il se met... Alors, enfin, pardon, ça c'est l'accélération centrifuge, c'est pas encore la force, on y vient dans un instant, mais c'est ce qui correspond à la force centrifuge. Bah, faites-le, hein. Oméga vectoriel OM, ça, le premier là, ça, enfin, au primème, ça donne un truc comme ça. Et ensuite, oméga vectoriel, ce truc-là, ça donne vers l'intérieur. Donc en fait, c'est l'accélération centripète qui donne lieu à une force centrifuge. Parce que c'est pareil, maintenant quand on passe dans l'autre référentiel, eh bien c'est avec le signe moins. On passe de l'autre côté. La centripète, c'est vers le centre. Le centrifuge, ça fuit le centre. Ça, c'est l'accélération. Et ça, ce n'est rien d'autre que le moins V2 sur R. Vous vous rappelez le moins V2 sur R de l'accélération de... Le moins V2 sur R pour un mouvement en rotation uniforme, ça vous dit quelque chose ça? Le moins V2 sur R, ça, non ça... Si, c'est l'accélération. Ouais, bah ça fait moins V2 sur R. Parce que ça, c'est θ point, tout est orthogonal en l'occurrence, θ point fois R, donc ça fait R θ point carré. C'est-à-dire R θ point carré sur R. Ça, c'est la vitesse. Donc ça, on retrouve le même terme. Alors, bon bref, en tout cas, voilà les trois termes dont on comprend intuitivement ce qu'ils veulent dire. Ça, c'est juste l'accélération globale du référentiel. Ça, c'est le fait que la rotation varie, ça accélère ou ça ralentit la rotation. Et ça, c'est le simple fait que ça tourne, et que si on a un corps qui est immobile sur le disque qui tourne, eh bien en fait, il a une accélération de fait, qui est l'accélération de son mouvement circulaire. Et donc, qui est le terme qu'on avait déjà vu, moins V2 sur R, ou moins R θ point carré. Alors, maintenant, transformons tout ça en loi de la dynamique. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de trouver. Or, dans le référentiel R, les lois de la dynamique sont connues. Oméga vectoriel OM, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et oméga vectoriel ça fait une force qui va à l'intérieur. Mais je suis d'accord avec toi, si on fait les vecteurs, Mais ça a si du tu pars du sens. centre de ton point, donc tu sais. Mais Tu le fais deux fois. tu fais deux fois, hein. C'est oméga vectoriel OM. Ah, ok. Yes. Ouais, si tu veux. Ok, alors dans R, on connaît les lois de la physique. Les lois de la physique nous disent que MA égale somme des forces. Et maintenant qu'on sait ce que vaut A, il n'y a qu'à remplacer. Donc ça veut dire que MA', je gagne une ligne si vous voulez bien, égale somme des forces, moins MAE, moins MAC. Donc voilà la relation fondamentale de la dynamique dans un référentiel quelconque, pas nécessairement galiléen.
Donc ça, c'est dans R'. Ben, vous voyez que c'est très semblable à la relation fondamentale de la dynamique dans un référentiel galiléen, sauf qu'il faut rajouter ces deux termes-là, qui se manifestent exactement comme si c'était des forces. On les appelle forces d'inertie. Donc ça, c'est plus F, voilà, inertie d'entraînement, par exemple, et puis ça, plus force d'inertie de Coriolis. Force inertie de Coriolis. Alors la force d'inertie de Coriolis, bah, du coup on peut réécrire ces forces d'inertie. Allez. Et puis je vais vous dire après ce qu'il faut savoir vraiment par cœur. Alors la force d'inertie d'entraînement, du coup, c'est juste moins m fois l'accélération, donc ouais, bon. Bon, ok. Moins m, voilà. Et la force d'inertie de Coriolis, ça on va l'écrire en grand, en vrai. Ça c'est donc moins 2m oméga vectoriel v'. Alors c'est sous cette forme-là que je la connais, mais évidemment c'est égal à 2m v' vectoriel oméga si vous préférez. Je ne sais pas pourquoi je préfère ça. Enfin, c'est juste parce que l'accélération Coriolis c'est ça, et donc c'est moins m. Voilà, ce que vous voulez. En tout cas, ça vaut ça. Ça vaut ce truc-là, ou ça. Il ne faut juste pas se tromper de signe. Donc la force d'inertie de Coriolis est nulle si la vitesse est nulle. La vitesse relative est nulle. C'est V' ici. La vitesse du corps dans le référentiel R'. Alors, pour la force d'inertie d'entraînement, donc, encore une fois, si vous savez ça, c'est bien, mais c'est pas la peine. Moi, personnellement, je ne le sais pas. Ça se redémontre en une ligne, on l'a fait là, tout à l'heure, mais enfin, en réfléchissant aussi, ça se retrouve en fait, en réfléchissant un peu. Mais bon, par contre, ce qui est vraiment important de connaître, c'est le terme spécifique quand on a deux référentiels qui sont juste en rotation l'un autour de l'autre. Parce que ça, du coup, ça va donner la force centrifuge. Donc, cas particulier, référentiel en rotation pure de vecteur rotation oméga. Alors ça donne quoi? Bah, si c'est une rotation pure, il n'y a pas de translation, il n'y a pas d'accélération. O' coïncide avec O tout le temps. En tout cas, ne bouge pas par rapport à O. Et puis, si oméga égale constante. C'est ça mon point. Pardon, j'ai oublié. En rotation pure avec un vecteur rotation constant. Donc du coup, évidemment, ça aussi, ça fait 0. Donc il reste ça. La force d'inertie d'entraînement. C'est donc moins m oméga vectoriel OM. Et ça s'écrit moins m oméga 2 hm. C'est ça qu'il faut connaître. En tout cas, je vous conseille de connaître. Où h est la projection orthogonale de m sur l'axe. Sur l'axe de rotation. Comme on l'a fait quand on a étudié les moments d'inertie, la rotation autour d'un axe fixe, sur l'axe de rotation. Alors, effectivement, ici, implicitement, ça veut dire qu'on a un axe de rotation fixe, parce que s'il n'y a pas de déplacement de O' et que oméga est constant en vecteur, donc sa direction est constante,
et en plus sa norme. Donc c'est vraiment une rotation autour d'un axe fixe à vitesse angulaire constante. Voilà un corps qui tourne autour d'un certain axe oméga. O et O' peuvent coïncider ou pas coïncider, mais en tout cas, ils ne bougent pas l'un par rapport à l'autre. On a juste, donc, dans le référentiel tournant, à la vitesse oméga, pour un point M quelconque ici, si vous projetez M orthogonalement sur l'axe, au point H, là vous voyez que oméga vectoriel OM, c'est précisément M oméga 2 HM. Alors voyons-le. Allez, je le fais pour vous. Oméga vectoriel OM, c'est en fait oméga vectoriel OH plus oméga vectoriel HM. Ça, c'est 0, puisque les deux vecteurs sont parallèles. Et donc, vous avez oméga vectoriel HM. Les deux étant orthogonaux, la norme de ce vecteur-là, c'est oméga fois HM. Et sa direction, c'est orthogonal ici, d'accord? Ça, c'est oméga vectoriel OM. Et ensuite, vous refaites oméga vectoriel ce truc-là. Et donc, vous avez quelque chose. Là, vous avez oméga vectoriel OM. Centripète, c'est de l'accélération centripète ou accipète qui va vers l'axe. Et qui a pour norme le produit des normes, parce que là, on a à nouveau des angles droits. Donc, la norme, c'est bien M oméga 2 fois cette longueur-là. Et donc, oméga 2 fois cette longueur-là. Et maintenant, si vous faites moins M fois ça, bah, ça fait moins M oméga 2 fois la distance à l'axe, et orienté en axifuge, centrifuge, si vous voulez, dans cette direction. Et donc là, vous avez effectivement cette force-là, qui est ce qu'on appelle la force centrifuge. Dans le référentiel tournant, tous les points sont éjectés de l'axe avec une vitesse, avec une accélération, avec une force, pardon, qui vaut ça. Plus. Pourquoi j'ai mis moins? Plus. Hein? Oméga vectoriel OM. Oui, ça c'est moins, et fois moins M, ça fait plus M oméga 2 HM. Pardon, j'ai dû dire, je pense que j'ai pas dit moins, mais je l'ai écrit. En tout cas, c'est pas moi, bien sûr. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la force centrifuge, pour le cas le plus simple, un simple référentiel qui tourne à vitesse angulaire constante, autour d'un axe fixe, c'est M oméga 2 HM. Donc vous voyez que plus on est loin de l'axe, plus la force est grande. Vous avez tous joué à la ronde quand vous étiez petit. Celui qui est en bout de chaîne, il se fait éjecter grave. Vous n'avez pas joué à la ronde comme ça, là? Le dernier, il faut qu'il court fort, parce que la vitesse, c'est R oméga aussi. Donc, la vitesse est proportionnelle à R, et la force aussi. Et c'est proportionnel à oméga carré. La vitesse est proportionnelle à oméga, mais l'accélération à oméga carré. Plus on tourne vite, tout ça. Donc, c'est le principe des centrifugeuses. Hein. Vous mettez un truc qui tourne, et puis ça pousse, ça éjecte vers l'extérieur. Bref. On fera un ou deux exos éventuellement. Donc retenez, voilà, la force centrifuge. Et donc, la chose qui est un petit peu délicate parfois, parce que c'est moins intuitif, c'est cette force de Coriolis, moins 2m oméga vectoriel V', la vitesse relative. Ça, c'est ce qui fait que si vous montez dans un manège, vous faites tourner le manège, et je vous mets au défi de faire ça. Vous n'arriverez pas. Ça va faire un truc comme ça. Vous n'allez juste pas pouvoir. Parce que, imaginons qu'on soit... Imaginons qu'on soit dans le manège comme ça, donc il tourne, d'accord? Donc on est dans le cas simple, vitesse angulaire constante, pas de déplacement par ailleurs, juste ça tourne. Donc vous êtes sur le manège,
Alors déjà, évidemment, si ça tourne vite, vous avez intérêt à vous tenir parce que vous allez ressentir la force centrifuge qui vous éjecte par là, ça c'est sûr. M oméga 2 fois la distance au centre. Mais en plus, donc si vous êtes immobile, c'est tout. Parce que si vous êtes immobile, V' égale 0, enfin par rapport au manège, c'est la seule force que vous sentez. Ok. Maintenant, si vous essayez par exemple de balancer votre jambe, par exemple ici vers l'extérieur, je sais pas. Donc vous êtes assis comme ça, et puis vous essayez d'envoyer votre jambe par là. Alors vous lui donnez une vitesse V comme ça. Alors que vaut la force de Coriolis là-dessus? Bah, oméga, alors ça c'est V', c'est la vitesse par rapport au manège. Ici sur manège, vous essayez de tendre la jambe. Oméga vectoriel V', ça fait une force, ça fait ce vecteur-là, mais c'est moins 2m oméga vectoriel V', donc en fait ça va vous dévier par là. Vous avez une force qui vous tire par là. Et plus ça va vite, plus la force est grande. C'est proportionnel à la vitesse. C'est proportionnel à oméga, et c'est proportionnel à la vitesse. Donc si vous faites ça, en fait, il y a un truc qui vous tire par là. Et après, si vous essayez de ramener la jambe, bah c'est effectivement, c'est l'inverse. Donc si la vitesse, par contre, maintenant c'est comme ça, bah, oméga vectoriel V avec le sigma, ça vous fait une force comme ça. Et donc au retour, au contraire, ça vous pousse par là. Et donc, enfin, vous avez... Bah, bon, bref. C'est amusant à expérimenter parce que c'est pas très intuitif. La force centrifuge, elle est très intuitive, on a l'habitude. Ça, c'est un peu bizarre. C'est moins intuitif parce que elle ne se manifeste que s'il y a une vitesse par rapport au référentiel. Donc cette force dépend de la vitesse. Donc plus vous essayez d'aller vite dans un référentiel non galiléen, plus vous allez la sentir. Alors en particulier, la Terre est un référentiel non galiléen en vrai, puisqu'elle tourne sur elle-même par rapport à un référentiel géocentrique qui lui est beaucoup plus galiléen. Donc on va essayer de voir un petit peu... Il n'y a pas un truc avec les toilettes Non. Alors ça c'est une légende, hein, que les éviers ou les baignoires se vident en faisant un tourbillon dans l'autre sens. Si vous calculez l'effet de ce truc-là, il est complètement négligeable. Et donc, ouais, enfin, il y a une incidence. Effectivement, il y a une force de Coriolis qui induit quelque chose de ce type-là, mais qui est complètement négligeable par rapport à toutes les autres sources de perturbation. Il faudrait vraiment vider une énorme piscine pendant très longtemps pour que la force commence à se manifester. Donc en fait, si vous le faites chez vous... Sur l'ouragan, par exemple. Ah ça, par contre, oui. Allez, le cyclone. Il y a aussi un truc qui est rigolo, je ne me rappelle plus. À chaque fois, j'oublie le nom de ce type qui a fait une observation, c'était il y a longtemps. Il a remarqué, c'est assez troublant, il a remarqué que les fleuves, si vous regardez les fleuves, alors est-ce que c'est que dans l'hémisphère nord? Il a remarqué que la rive, les fleuves, des fois ça tourne, et puis ça fait des canyons, et vous pouvez... Alors, il a remarqué que la rive gauche, on va le voir ensemble, la rive gauche des fleuves est toujours plus accidentée, plus creusée, plus accidentée que la rive droite. De manière systématique, statistiquement très nette, et voire quasi systématique. Et en fait, la raison, c'est la force de Coriolis. Imaginez donc, alors, on est sur la planète, qui a un vecteur rotation, oméga. Et puis imaginez que vous ayez un fleuve où l'eau coule dans une certaine direction. Non, rive gauche. Là, on est rive gauche. Si vous traversez la Seine, vous êtes rive droite. Par rapport au sens d'écoulement. La rive gauche, c'est la rive gauche quand on coule. Oui. C'est comme dans un train. Vous n'avez jamais remarqué que rive gauche, c'était à la gauche de l'écoulement? Ben ouais, on est rive gauche, quoi. Ah bah il y a Coriolis dans un train qui tournerait.
En ligne droite, il n'y a pas de Coriolis. Mais un train qui tourne, il y a Coriolis. Alors, donc vous avez un fleuve comme ça qui coule. Quelle est la force de Coriolis là-dessus? Alors, je vais, pour pas faire un dessin à 3 dimensions, je vais le faire sur le bord. Hein. Donc on a oméga, comme ça, vectoriel la vitesse relative. Oméga vectoriel vitesse relative. C'est un truc qui vient vers nous. Ah, pardon, mais c'est moins 2m oméga vectoriel v. Donc ça va vers l'arrière. Ça, c'est la force de Coriolis. Proportionnelle à v et à oméga et à n. Bon, okay. Ça veut dire que un fleuve, donc le nord est par là, le fleuve qui coule comme ça vers le nord, en fait, il est poussé à droite. L'eau, elle est un peu poussée à droite. Donc c'est la rive droite. Ouais, c'est la rive droite qui a poussé. Si le fleuve coule dans l'autre sens, bah, la force de Coriolis va être dans l'autre sens, mais ce sera toujours sa rive droite. Et si ça va, si le fleuve coule, parce que là je l'ai fait couler vers le nord, si je le fais couler vers l'est par exemple, donc, le fleuve coule vers l'est. Bah, oméga est toujours là, donc là maintenant on a V' par là. Donc, oméga vectoriel V', mais avec le si-, à nouveau, ça le pousse. Ah non, là je suis à l'équateur, donc ça fait rien. C'est-à-dire ça le pousse, ça l'aide à couler. Si, ça l'aide à couler. Oméga vectoriel V', donc ça l'aide à couler, ça le fait couler un peu plus vite. S'il va dans l'autre sens, ça le ralentit. Mais parce que je suis à l'équateur, donc c'est un point un peu particulier, donc je vais mettre plutôt là. Attendez. Ouais. Ouais, ça va par là. Oui, c'est ça va par là. Donc ça le soulève un peu du sol, ça pèse un peu moins lourd. Et vous voyez, la force, elle est comme ça, hein, elle est vraiment comme ça. Quoi. Donc ça le soulève un peu, évidemment, ça n'a pas décollé. Mais vous voyez que ça va un peu vers le sud, c'est-à-dire la projection de cette force sur le coordonnée locale. Mais c'est moins, non? Oméga vectoriel V, mais moins. Donc, ou V vectoriel oméga. V vectoriel oméga. Tchac. V il rentre. V vectoriel oméga. V c'est le premier. Ouais. V qui rentre. Oui. Oméga. C'est moins ça. Non, c'est moins oméga vectoriel V. Je l'avais déjà retourné. Okay. Mais ouais, il ne faut pas se tromper. Donc vous voyez que ça l'emmène vers le sud. Et à nouveau, quand on va vers l'est et qu'on est poussé vers le sud, c'est la rive droite. Quoi qu'il arrive. Il y a une personne qui a remarqué ça. Pardon? Il y a une personne qui a remarqué ça. Il y a quelqu'un qui a remarqué ça. En Russie, je crois. Et à chaque fois, j'oublie son nom. Bon. Alors par contre, les cyclones, parce qu'on était parti sur les cyclones. Ça, c'est intéressant. D'abord, c'est quoi un cyclone? À part un truc horrible qui détruit les habitations, comme malheureusement on le voit en ce moment. Mais c'est quoi un cyclone? C'est une différence de potentiel de température. Comme ça. Non, mais juste le décrire. C'est un mouvement de masse d'air qui tourne. Et c'est quoi un anticyclone alors? Un anticyclone tourne dans le sens inverse, absolument. Mais alors c'est quel sens? Dans le sens. Pas dans le sens où c'est. Ça serait dans ce cliché que c'est Quoi? dans ce sens. C'est comme ça. Imaginons donc voilà la Terre, etc. Allez, on prend un cyclone, Irma, ou voilà, ça tourne comme ça? Ou ça tourne... Non, ça tourne dans le sens horaire. Dans le sens comme si le vent descendait, on peut dire bouchon, non? Comme ça, il tourne? Ouais, c'est comme ça. Vous dites que ça, c'est un cyclone? Il faut que tu Coriolis pour ça. Pas tout de suite. Déjà, la définition du cyclone. Pourquoi on dit cyclone et anticyclone? Alors, le cyclone, il tourne dans le même sens que la Terre. Bien joué. Mais par contre, je crois que du coup, c'est pas ça. Parce que dans quel sens tourne la Terre?
positive. Est-ce que c'est pour ça qu'on a pris? Oui, parce que le soleil se lève à l'est, hein, donc ça veut dire qu'on tourne par là. Le soleil apparaît par derrière. Là. Quand on tourne, ça se lève à l'est, puis ça vient se coucher à l'ouest. Donc on tourne comme ça. Donc on tourne comme ça, donc on tourne comme ça, donc on tourne comme ça. Donc un cyclone, c'est une masse d'air qui tourne dans le même sens que la rotation de la Terre. Dans l'hémisphère sud, c'est pareil, là, donc ça tourne comme ça. Donc, comme ça. Pour cette raison qu'il y a des accélérations. Pourquoi dans ce sens-là? Ça, imaginez la masse d'air qui est au pôle sud, là, qui tourne comme ça. Puis maintenant, vous la déplacez. Sans changer, vous la faites. Mais en tournant toujours dans le même sens. Donc comme ça. Ah ouais, non, mais là. Ah oui, si on va le Oui, Eh oui, si on est dans l'hémisphère sud, Parce qu'en fait, tu- la masse qui tourne comme la Terre, elle tourne comme ça, si vous voulez. C'est que tu retournes à la Terre. Ouais. Imagine que tu la retournes, et bah tu vas tourner dans l'autre sens. C'est-à-dire une masse d'air ici qui au pôle suit le mouvement de la Terre, tourne comme ça. Elle est d'accord. Et du coup, après cette masse-là, si vous la déplacez, bah, elle est là, elle est là. Donc ici, au-dessus de l'équateur, le cyclone, il fait ça. En dessous, il fait ça. En dessous de l'équateur, il n'y en a pas en fait. Des cyclones, c'est pas des. Oui, mais non, Bah, dites ça aux Néo-Zélandais et ils vont pas être contents. Hein. Dites ça aux Australiens, aux Néo-Zélandais, en Nouvelle-Calédonie. Allez leur dire qu'il n'y a pas de cyclone. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, ils tournent comme ça, les cyclones. Donc ça, c'est un cyclone, ça, c'est un cyclone, et du coup, ça, c'est un anticyclone. Et ça aussi, c'est un anticyclone. Alors, maintenant, comment on crée ça? Quand on voit les cartes météo, on dit, ah, il y a l'anticyclone des Açores, etc., ça se manifeste par une... Alors, surpression ou dépression? Le cyclone est créé par une dépression, d'accord? Pourquoi ça? Coriolis. Alors, imagine, donc, je me remets... Voilà. On se remet sur une carte plate. Hein. Donc ici, imaginons qu'il y a une dépression, puis voilà, on vous fait des courbes d'équi pression, d'accord? Donc il y a moins de pression là qu'ailleurs. Donc, genre là, il y a un millibar standard, standard, et puis là, il y a moins, un petit peu moins. Donc, s'il y a une dépression là, les forces de pression, elles agissent pour faire converger le gaz vers le centre de la dépression. N'est-il pas? Et du coup, il y a un mouvement, il y a une vitesse relative. Il y a un V' ici. Alors maintenant, oméga vectoriel V', ça fait ça, mais c'est le signe moins. Donc, ça fait tourner. Il y a une force qui entraîne par là. Et celui-là, bah pareil, c'est comme le coup du fleuve, hein. Ça le pousse vers la droite. Ça le pousse vers sa droite. Et lui par là, et lui par là, et lui par là. Et puis voilà, quoi, du coup, ça fait un cyclone. Inversement, si vous avez une surpression, un anticyclone, en fait, le cyclone, il est toujours actif tant que la dépression n'est pas enlevée. bon, après, il y a des phénomènes de dissipation. Pour faire une grande masse cohérente, etc., il faut des conditions spécifiques. Parce qu'après, il y a des échanges thermodynamiques, il y a l'humidité, il y a la température, il y a des choses qui jouent. Mais enfin, le principe fondamental, il est là. De toute façon, même quand ce n'est pas un cyclone monstrueux comme ce qu'on est en train de vivre là-bas en ce moment, quand vous voyez sur les cartes météo une dépression avec des masses d'air, vous voyez bien qu'elle tourne dans ce sens-là. Alors après, que ça s'amplifie et que ça devient un truc stable et très puissant, ça c'est bon. Il faut faire un peu plus de météo, mais simplement de la mécanique de base nous montre qu'à chaque fois que vous avez une dépression, les masses d'air autour tournent dans le sens cyclonique, c'est-à-dire dans le même sens que la Terre. Maintenant, si vous avez une surpression, bien sûr, alors là, l'air est chassé par les forces de pression de la surpression vers l'extérieur, et là, pareil, oméga vectoriel V, mais avec le signe moins, donc ça fait, c'est toujours pareil, un truc, enfin, c'est poussé vers la droite par rapport au sens
de déplacement. Et donc ça vous fait un truc qui tourne comme ça, c'est-à-dire dans le sens opposé, c'est un anticyclone. Ok? Donc c'est Coriolis, là, effectivement, qui impose le sens global du mouvement des masses d'air autour des surpressions ou des sous-pressions. Good. Bon. Ah oui, un truc à savoir aussi, donc la rotation de la Terre impose aussi une force centrifuge, bien sûr, qui fait que le fil à plomb n'est pas tout à fait vertical au sens où, enfin, si on définit la verticale comme l'axe, enfin, ouais, ça dépend comment on définit la verticale. Je ne sais jamais ce qui est privilégié. Donc la verticale, ça peut être la direction du fil à plomb, ou bien la direction qui pointe vers le centre de la Terre. Et alors, il se trouve que ce n'est pas tout à fait la même, parce que si la Terre ne tournait pas, supposons qu'elle soit sphérique, bon, elle est un peu aplatie au pôle, comme vous savez, supposons qu'elle soit sphérique, on a vu ça, on ne l'a pas démontré, mais je vous ai promis qu'on le ferait quand on ferait de l'électromagnétisme, on peut montrer que la résultante des forces d'attraction gravitationnelle de tous les points de la Terre sur un corps quelconque, c'est une force dirigée vers le centre de la Terre. D'accord. Voilà, donc si vous lâchez, si vous mettez à l'équilibre un fil à plomb, c'est un fil avec une masse au bout, ça va en principe aller vers le centre de la Terre si c'est bien sphérique et homogène. Enfin, en première approximation, ça l'est très bien. Par contre, si la Terre tourne sur elle-même, alors, en plus, dans le référentiel de la Terre, en plus de la force de gravitation, il y a la force d'inertie d'entraînement qui est la force centrifuge. C'est-à-dire que c'est en train de tourner comme ça, et donc les corps, ils sont éjectés. D'accord? Ils sont éjectés de l'axe. Alors, et du coup, la somme des forces qui s'appliquent qui s'exercent sur le fil à plomb, bah, c'est son poids, le vrai, c'est-à-dire la force de gravitation, plus la force d'inertie d'entraînement centrifuge. Et donc, la somme des deux vecteurs, ça fait ça. Donc, c'est ça, en fait, la résultante globale, le poids, alors, la résultante. La force vue dans le référentiel terrestre, c'est ça. Et donc, ça pointe, du coup, ça pointe pas vers le centre de la Terre. Il y a un petit angle ici de différence. Alors, est-ce qu'on peut l'estimer, par exemple? Alors, évidemment, ça dépend où on se trouve. Si on est sur l'axe, c'est-à-dire au pôle, bah, comme la force d'inertie d'entraînement, je vous rappelle que c'est m oméga 2 hm, où là, il y a m et là, il y a h. Si on est au pôle, il n'y a pas de force. Ok, ça fait 0. Et le maximum, c'est quand on est au plus loin de l'axe, c'est-à-dire quand on est à l'équateur. Alors là, à ce moment-là, il y a le poids qui pousse comme ça, et la force d'inertie d'entraînement qui atténue un peu le poids. De combien? Bah, il suffit de calculer ça, de ça. D'accord? Et puis, à Paris, je ne sais pas, on est à 49 degrés de latitude nord, nous. Question, quel est l'angle... Quel est l'écart angulaire entre pointer le centre de la Terre et la vraie direction du fil à plomb? Bah, ça se calcule simplement géométriquement. Je ne sais pas si vous voulez qu'on le fasse. On peut estimer ici, si vous voulez, la différence de poids liée à la force centrifuge. Ah oui, parce que ça va nous permettre de parler de oméga. C'est quoi oméga pour la Terre? Comment elle tourne sur la mer? Bah ouais, c'est quoi le vecteur rotation de la Terre? Le temps qu'il faut à la Terre pour tourner sur elle-même en une journée. Ouais, et donc c'est combien? C'est-à-dire kilomètre, enfin, le rayon, enfin, le diamètre de la Terre. Divisé par... Ah non, 2 pi Ouais, sur le rayon. ça fait un tour, 2 pi. Ça, c'est des radians par seconde. Hein. 2 pi sur le rayon. Enfin, Sur le temps que ça prend. 24 heures? 3600 secondes. Alors on va commencer comme ça. 3600 secondes fois... C'est 86 000. Fois 24 heures, ça fait 2 pi sur 86 000. C'est 400, c'est ça?
Vérifier, mais oui. Ok. Donc ça, et ça fait combien ça, 2 pi sur ça? Ça fait beaucoup. Bon. Non, ça fait pas beaucoup. Non, c'est Pas pas beaucoup. beaucoup, justement. C'est Pas beaucoup. Ça fait à peu près 10-4, mais bon. C'est ça, c'est 10 moins. 7 10-5 radians par seconde. Alors, du coup, m oméga 2 hm, ça fait combien ça? Alors, ça au carré, ça commence à pas faire lourd. Donc ça fait 5 10 moins 10, 5 10 moins 9. Et hm, si on est à l'équateur comme ça, c'est le rayon de la Terre. Donc l'accélération, la force centrifuge à l'équateur, c'est à peu près m fois donc 5 10 moins 9 fois le rayon de la Terre. 6400 km, grosso modo. Donc 6400 km, ça fait 6,4, 10, 6 mètres. Donc ça fait 30, 10 moins 3, donc 3, 10 moins 2. Mètres secondes moins 2 ici. Fois m. Donc ça, c'est à comparer à mg. Donc g, c'est 10, enfin 9,81, enfin ça dépend justement où on se trouve. C'est 0,3. Donc vous voyez que ça modifie le dernier chiffre après la virgule. Enfin, le deuxième chiffre après la virgule. Avec 9. Donc là, on va peser un peu moins lourd à l'équateur. Sans compter que, par ailleurs, on est en plus loin du centre de la Terre, parce que la Terre est un peu aplatie. Mais ça joue sur 2, 3 décimales, ou la deuxième après la virgule. Enfin bon, voilà l'ordre de grandeur. Alors par contre, là on a fait une erreur. Et il faut que vous sachiez que c'est une erreur, ça. Vous avez dit, la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. Ouais. C'est pour ça qu'il y a le dirait. Non, pas du tout. Non, c'est pas c'est style, c'est ça, c'est votre appel. Non. Il n'y a pas Si, mais si, oui, mais non, c'est pas ça. Non. Le jour sidéral, ça vous dit rien? On n'a pas fait. Non? On n'a pas défini le. Parce que on fait un tour sur nous-mêmes en 24 heures par définition, hein. Mais c'est un tour sur nous-mêmes par rapport au Soleil. C'est-à-dire 24 heures après, s'il est midi, c'est-à-dire qu'on a le Soleil plein sud, s'il est midi, on a le Soleil plein sud, pardon, donc au bout de 24 heures, je reviens demain. Exactement 24 heures après, le Soleil est à nouveau plein sud. Donc j'ai l'impression d'avoir fait exactement un tour sur moi-même. Non, parce que la Terre a tourné autour du Soleil. Vous n'ignorez pas, j'espère. Même les chimistes. Vous savez que la Terre tourne autour du Soleil. Donc, le Soleil, la Terre. Avec laquelle était sur une sortie. Bon, en fait, c'est légèrement elliptique, mais bon. Peu importe d'ailleurs, le raisonnement est le même. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Terre est ici. La Terre fait un tour sur elle-même. Ce oméga là, on a effacé, le oméga, c'est le vecteur rotation de la Terre par rapport à un référentiel galiléen. Donc, non pas par rapport au référentiel, le référentiel géocentrique n'est pas tout à fait galiléen, on l'a vu, parce que la Terre tourne autour du Soleil. Donc on voudrait savoir combien de temps met la Terre à faire un tour sur elle-même par rapport à la galaxie. Midi, c'est quand si on est là, midi, c'est quand
on fait face droit sur le Soleil, d'accord? Ça, c'est midi. Si la Terre faisait juste tourner sur elle-même comme ça, sans se déplacer, alors, effectivement, une fois pour se retrouver à midi, il faudrait qu'elle ait fait un tour complet. Mais pendant qu'elle fait un tour complet, elle se déplace. Et donc, elle se retrouve, par exemple, enfin, j'exagère le mouvement. Si pendant qu'elle fait un tour, elle se retrouve là, midi, ce sera quand le petit repère ici se trouve face au Soleil. Là. Et vous voyez du coup que la Terre, elle a fait un peu plus qu'un tour sur elle-même. En 24 heures. Elle a fait ce qu'il faut pour se retrouver dans le même axe, plus un petit peu. Et ça, on peut le calculer. Oui, de combien elle a fait un petit peu plus de Bah, tours le l'arc qu'il faut, qu'elle parcourt en un jour autour du Soleil. Ouais. Ça dépend de comment il tourne par rapport au Soleil. Ouais. Mais ça, on le sait. Ça prend un an à faire le tour. Ouais. Ouais, mais est-ce qu'on calcule ça par rapport à... Parce que le Soleil, il tourne à la galaxie. Non. Non, on va peut-être s'arrêter là. Hein. C'est quasi. Et puis, ben non, le référentiel Hélios, ou même de Copernic, disons, allez, héliocentrique, est quasiment galiléen. En tout cas, Moi, j'ai vu première sur approximation. Internet, Galilée. Parce qu'en fait, elle glisse, en fait. En fait, on peut faire mieux ça. On peut réaliser que une fois qu'on aura fait un an, quand on va revenir là, on aura tourné un petit peu plus à chaque fois, un petit peu plus, un petit peu plus. En fait, on aura fait un tour de plus. Puisqu'on va revenir exactement là, au bout d'un an. C'est-à-dire que si ça prend 365 jours, enfin une année pour qu'on se retrouve là, au même endroit, ça prend 365 jours terrestres, mais ça n'aura fait que 364 jours. Non, c'est l'inverse. On aura fait un de plus. Ça aura fait 366 jours, ce qu'on appelle les jours sidéraux, c'est-à-dire un jour sidéral, c'est le temps qu'il faut pour se retrouver dans la même position par rapport aux étoiles, pas par rapport au Soleil. C'est-à-dire c'est le vrai jour, c'est ce qui correspond vraiment à la rotation de la Terre sur elle-même, et pas par rapport au Soleil. Pourquoi on n'a pas pris ça? Bah si, vous l'apprenez. Non, j'ai dit pourquoi on la prend pas comme référence. On prend pas quoi comme Référence, référence? on dit 365 jours. Une année. Bon, en fait, virgule 25, mais je fais grâce, c'est 300 du coup, mais bon, oui. Pourquoi on n'a pas pris 366? Bah parce que c'est quand même bien de se dire quand il est midi, c'est que le soleil est... Parce que sinon, ça veut dire que midi ici, Ouais, c'est midi. il sera en pleine nuit. C'est pas méga pratique, quoi. Surtout qu'on a introduit le système horaire pour se donner rendez-vous à peu près quand le soleil est à tel degré, voilà, on se retrouve à 5 heures, hop. C'était pas par rapport aux étoiles, quoi. C'est par rapport au soleil, c'est assez pratique. Bref. Donc tout ça pour dire que en vrai, la période de rotation de la Terre, c'est pas 86 400 secondes. Ça, c'est le jour solaire. Le jour, donc jour solaire. Le jour sidéral, qui est la vraie durée, jour sidéral, la vraie durée d'une révolution de la Terre sur elle-même par rapport à un référentiel galiléen. Jour sidéral. Si je me souviens bien, c'est 86 164 secondes, quelque chose comme ça. Enfin, si vous en avez besoin, sans doute qu'on vous le donnera. Mais sinon, en fait, c'est ça fois 365 sur 25 divisé par 366 sur 25. Faites ça pour voir. J'ai dit sur 25, virgule 25. Ah, parce que ça c'est le nom. Donc les années bissextiles, elles sont là. 0, 9, 9, 7, 2, 6, 9. Et fois ça. 86 fois 86 400. Ouais, c'est ça. Et 86 164. Voilà. Pourquoi ça fait moins? Bah, ça fait moins parce qu'effectivement, en fait, quand on fait pour faire un jour solaire, il faut avoir fait un peu plus qu'une journée sidérale. Ah oui. Donc la journée sidérale, la vraie période de révolution de la Terre sur elle-même, non pas par rapport au Soleil, mais par rapport aux étoiles, c'est un peu plus court. Bon. Le 20,25. Parce que les années bissextiles pour ajouter un quart de jour Ouais. tous les 4 ans.
Tous les 4 ans, on rajoute 1. Pourquoi faire Bah, pour que en fait, Des années. pour qu'on se retrouve, pour qu'au 1er janvier, on soit toujours dans la même position En fait, on se entre décale. le soleil, la terre et les étoiles. On se décale en fait à chaque fois un petit peu. C'est ça, en fait, 3 ans, il faut changer. on recule un peu, et au bout de 4 ans, on a reculé d'un jour, donc on le rajoute. Et on se recale. Mais en fait, c'est pas exactement virgule 25 non plus, donc tous les 400 ans, non, tous les 100 ans, on la rajoute pas l'année bissextile. Sauf tous les 400 ans, on la rajoute quand même. Ouais, enfin, un bout de 5 ans, on sera plus là. Puis de temps en temps, on rajoute des secondes aussi, parce que la Terre ralentit dans sa rotation sur elle-même, à cause des marées, par exemple, qui dissipent de l'énergie. Donc, il y a au début de la création de la Terre, la formation de la Terre tournait beaucoup plus vite sur elle-même. Beaucoup plus vite. Plus vite, oui. Donc bientôt, il faudra pas 24 ans pour faire un jour. Et oui, alors soit faut redéfinir la seconde, mais on ne va pas faire ça. Bon, c'est pas énorme hein, le ralentissement, hein. Mais ça ralentit, donc de temps en temps on rajoute une seconde en fait, c'est ça. Donc on ne change pas la durée de la seconde, mais de temps en temps, si vous faites du codage là, en Unix, vous savez, de temps en temps, là, on vous fait rajouter des secondes Unix, là, il y a des très spéciales. On rajoute des secondes de temps en temps. Bah, vous ferez attention la prochaine fois que vous entendrez à la radio, on va rajouter une seconde. C'était l'année Ça arrive assez souvent. On rajoute des secondes. Parce que si c'est pas la fin de temps. Bref. Alors, quelle heure est-il? Il nous reste un peu plus d'une heure. Bon. Faut qu'on rajoute des cours. Hein. Et mercredi soir, Au moins un. Mercredi soir? vous avez pas votre visioconférence aussi? Si, mais de toute façon, je vais pas y aller parce que j'ai déjà une thèse l'après-midi. Donc, ce serait quand, vous? Mercredi soir. À quelle heure? C'est la semaine dernière. 16 à 18. Alors moi j'ai une thèse à 14h, mais comme je suis président du jury, je suis un peu obligé d'être là jusqu'au bout. Ça peut durer 2 heures. Oh si, ça devrait le faire. Tant pis, j'aurais pas le pot. C'est pas très... Ouais, c'est ça, j'amènerai un peu. On n'est pas fou que le partage. Ouais, ce serait bien. Bah, on peut se reparler mercredi matin, puisqu'on se voit mercredi matin, mais ouais, essayons de tabler là-dessus, parce que sinon ça va être chaud. Ok, si on faisait un petit exercice sympa. Pardon? Ah oui, vous vous retrouvez au pot, oui, d'accord. Ouais, why not? Ça va pas nous faire beaucoup avancer sur la mécanique, quoi, c'est tout. Allez, un petit exo avec une force centrifuge. Allez, on prend un corps, on prend un fil, on fait un pendule. Un pendule, mais au lieu de le laisser osciller dans un plan comme ça, en fait, on le fait tourner comme ça, comme une fronde, d'accord? Donc on le fait tourner à une vitesse angulaire constante, d'accord, comme ça. Mais c'est ça qui fait que quand on lâche. Et du coup, effectivement, il va se mettre à l'équilibre à un certain angle. Question, quel angle? Ça dépend de. Ça dépend. Est-ce que ça dépend de la masse? Est-ce que ça dépend de la longueur du fil? Est-ce que ça dépend de la vitesse angulaire? Est-ce que ça dépend de tout ça à la fois? Voilà, question, quel angle? Donc il y a un équilibre ici, alpha, θ, comme vous voulez. θ, alpha, phi, θ. En tout cas, une lettre grecque. Les angles sont des lettres grecques. Préférentiellement. Bon, alors comment on va traiter ça? Je me demande bien. Eh oui. Bilan des forces. Alors, quelle force? Le poids. Ça mange pas de pain. La tension. Est-ce qu'on est dans un référentiel quelque chose? Ah! Bonne question.
On peut l'être ou on peut ne pas l'être. Si, c'est-à-dire, admettons que le plan du tableau soit un référentiel galiléen. Je fais tourner, voilà, je donne une vitesse angulaire comme ça, mais le plan du tableau, le tableau est un référentiel galiléen. Je peux écrire la relation fondamentale de la dynamique dans ce référentiel. Et ça va me donner... Et du coup, ce sont les seuils de force. Et donc, j'ai MA qui vaut T plus MG. Et voilà. Et donc, je vais exprimer T, que je ne connais pas pour l'instant. Donc, peut-être je vais projeter, en fait, perpendiculairement à T. Je peux projeter là-dessus, c'est ce qu'on avait fait l'autre fois. Et j'écris... alors, j'écris... On le fait comme ça, puis après, on le fait dans le référentiel non galiléen. Alors, ça peut... Non, quand même, je le fais tourner comme ça. C'est-à-dire, je le lance avec une certaine vitesse angulaire. Ah, faisons l'étude complète. On a traité ça, effectivement, au tout début, en galérant, parce qu'on a cherché à se passer des coordonnées polaires, voilà. Mais avec les coordonnées polaires, si on dit qu'on est dans un plan, bah, on a traité le truc, on sait le faire. Ce serait bien qu'on le refasse d'une autre façon, d'ailleurs, mais bon, maintenant qu'on connaît le moment cinétique... Là, on fait en 3D. Là, on le fait en 3D. La seule différence, en fait, c'est le même dispositif. La question, c'est quelle est la condition initiale. Si la condition initiale, c'est je le lâche ici sans vitesse initiale, alors les seules forces qui s'exercent, c'est T et Mg. Ces deux forces sont dans le plan, donc il n'y a jamais une force qui va faire sortir le corps du plan. Donc, le mouvement va être plan. Et donc, on peut tout projeter dans ce plan-là. C'est ce qu'on avait fait, et on avait trouvé la relation. Si on le faisait, on le refait ou... Non, d'accord. Ok. On l'a déjà fait, là. Oui, on l'a fait, mais on ne l'a pas fait avec le moment cinétique, par exemple. Ça pourrait être sympa de le faire avec le moment cinétique. Faisons-le avec le moment cinétique. Juste 2 secondes, parce que comme ça, on va pouvoir comparer. Donc ça, c'est la relation fondamentale de la dynamique, mais on peut aussi écrire que... on peut écrire que d de sigma O sur dt, le moment cinétique du corps par rapport au point O, est égal à la somme des moments des forces au point O. D'accord? Comme ça, on révise. Il y a 2 forces. Le moment de T, ça vaut quoi? Ah, j'ai entendu quelque chose? C'est 0, bien sûr, puisque T passe par l'axe. Donc ce moment-là, il est nul. Ça, c'est très facile. Et le moment du poids, alors ça va être M, si j'appelle ça grand M, ça fait OM vectoriel MG. Et sinon, je fais le produit des normes, enfin, je fais la norme fois le bras de levier. Alors déjà, on va faire les deux. Déjà, la direction OM vectoriel le poids, ça rentre dans le tableau. Donc ça nous fait un truc comme ça. Il est comme ça le mouvement. Et effectivement, Après, le poids, quand il est là, en tout cas, quand le corps est là, ça fait tourner par là. MG, il a des... Évidemment, si le corps était là, ce serait l'inverse. Il est en X et en Y. Ah non, MG il est vertical. Oui, mais par rapport au Y, il est comme ça, je veux dire. Ouais. Il est Oui, dans donc il faut plusieurs- faire il est dans plusieurs OM, c'est la longueur L, fois phases. MG, C'est fois pas- le sinus de l'angle. c'est pas ça et ça, donc il est comme ça. Exactement, donc soit on fait fois le sinus de l'angle, soit on se rappelle l'astuce du bras de levier et on dit qu'en fait MG, il passe à quelle distance de l'axe? À cette distance-là. D'accord? Et cette distance-là, c'est L sinus θ. D'accord? Donc le moment du poids, c'est MG L sinus θ. U, celui-là. U. C'est pas U θ. Oui, U delta, très bien. U delta. En fait, c'est un U phi. En fait, ce serait. Enfin,
Si on appelle phi l'angle de rotation comme ça, ce serait le u phi. Mais ok, u delta pour l'instant. Et que vaut le moment cinétique? Le moment cinétique du point M par rapport à O, par définition, sigma O, on révise, c'est OM vectoriel MV. Yes? V, donc on est dans le mouvement plan. Hein. V est comme ceci. V, c'est, bah justement, c'est L θ point U θ. Et ça, c'est L. Donc ça fait M L2 θ point. Alors, OM vectoriel V. Alors, pardon, U θ, faut qu'on donne un sens positif. Si je dis que θ croît par là, alors U θ est comme ceci. Et MV, en fait, c'est... Bah oui, c'est L θ point U θ, ça de toute façon. Et donc, j'ai UR vectoriel U θ, c'est en fait moins U delta. D'accord? Ben voilà. Du coup, alors les deux sont suivants U θ, oui, normal, hein, ils sont censés être égaux, donc encore heureux. Ah non, pardon. Non, c'est plus. Non, pardon, ça c'est sigma, la dérivée pourrait être éventuellement sous un autre axe. Donc on est d'accord, c'est moins... C'est pas plus. Ah non, tu Non, fais ouais, vectoriel. C'est UR. non. Ah, tu prends l'autre sens. Non, OM, U θ est vers le haut. Le détail, il est comme ça. U θ, c'est lui. Donc OM, vectoriel Ah U ouais, mais il est θ. comme ça. Et oui, parce que c'est dans le sens où θ croît. Toujours. Ça, c'est le Ah danger. Oui. Ok. Vous pouvez vérifier sinon que si θ point est positif, c'est-à-dire que θ croît, si θ va par là, alors sigma est suivant moins U delta. Et effectivement, si θ croît, on tourne comme ça, donc suivant moins U delta. Vous pouvez le vérifier. Ok, donc maintenant il n'y a plus qu'à écrire que la dérivée de ça, c'est égal à ça. On vire les U delta. Et donc on a directement la dérivée de ça, c'est moins ML2 θ de point. Et ça va être égal à MGL sin θ. Autrement dit, θ de point plus G sur L sin θ égale 0. Voilà l'équation différentielle du mouvement du pendule simple qu'on avait trouvé avec un peu plus de difficulté la dernière fois, parce qu'on n'avait pas les bons outils. Enfin, c'était pas non plus très compliqué, mais quand même. Et donc après, hein, on dit, ça on ne sait pas le résoudre, ça c'est l'équation du mouvement, donc voilà, on a fini. Maintenant, si on veut résoudre pour savoir que vaut θ de t, bah, ça on ne sait pas intégrer cette équation différentielle avec des fonctions usuelles. Mais on peut dire, si on a juste des petites oscillations, sin θ, c'est pas loin d'être θ, et du coup, cette équation, c'est grosso modo l'équation de l'oscillateur harmonique standard avec oméga 0 égale racine de G sur L. Et voilà. Équisynchronisme, etc., etc. Donc ça, on l'a fait. Ok, donc ça, c'est si on a donné comme condition initiale que le corps est lâché sans vitesse initiale quelque part, avec un certain angle, alors il n'y a aucune force qui peut le faire dévier du plan de ce plan-là, du plan qui est donné par la verticale et la direction initiale du fil, et par conséquent, le mouvement est plan, et voilà. Maintenant, si ce qu'on fait, au contraire, c'est qu'on lance le corps avec une vitesse, ici orthogonale au plan du tableau, je le lance avec une certaine vitesse, alors là, évidemment, du coup, il va avoir un mouvement 3D. Éventuellement, il va aussi osciller.
Mais on sait tous, alors on va simplifier un petit peu le traitement, on sait tous par expérience que c'est parfaitement possible que le corps, en fait, ait un mouvement purement circulaire, c'est-à-dire qu'il n'oscille pas. C'est assez magique, hein, quand on y pense. Alors on va essayer de voir quelle est la condition pour ça. À quelle vitesse, intuitivement, on a l'impression que si on ne tourne pas assez vite, ça va être le bazar. Ça va osciller tout en tournant, ça va être un truc pas joli. Et si on tourne vraiment vite, ça on sait qu'on peut bloquer la rotation à un angle donné. Enfin, on le sent, on a l'habitude. Donc on va supposer dans un premier temps que, en fait, on va chercher les conditions. On va chercher la condition pour que ça tourne, que le mouvement de ce corps-là soit un cercle autour de l'axe vertical. Voilà. Que faut-il pour qu'on ait ça? Et quel est l'angle? On veut résoudre ce problème. So, how to do? Je suis tout oui. Je vous ai quasiment donné la réponse. Involontairement. Alors, comment on fait? Personne a un pendule, là, un truc qui... Votre trousse, là, je peux faire tourner votre trousse, non, ça tient. Ah ouais, j'aime bien votre trousse pour ça. Ouais. Ah, c'est la trousse idéale, ça. Voilà. Bon, ça, on vient de le faire. Okay. Maintenant, il y a ça. Vous voyez que c'est à un angle c'est à un angle constant, là. Par contre, si je tourne moins vite, oh là là, c'est un peu le bazar, là. Et par contre, si je tourne super vite, ça marche et l'angle est plus grand. Et si je tournais à vitesse vraiment colossale, j'ai l'impression que ce serait cloué comme ça, quoi. Comme dans les dessins animés. Ok? Donc, question, expliquer ça et donner l'angle en fonction de ce dont ça dépend. Alors, comment on va faire? C'est-à-dire qu'au problème, il faut rajouter des forces qui sont dans le plan. On pourrait traiter ce problème dans le plan du tableau. Après tout, on traite le problème dans le référentiel qu'on veut. C'est le même phénomène physique. Si on l'écrivait dans le référentiel du tableau, en fait, on l'a déjà écrit, c'est ça. Voilà la relation. Il n'y a que deux forces. Hein. Je l'ai lancé à une certaine vitesse. Bon, là, je l'entretiens parce que sinon, il y a des frottements. Mais sinon, enfin, vous imaginez, vous mettez ici un lien, juste le fil, un lien sans frottement ici, juste un fil accroché à un anneau, il y a très peu de frottement, et vous lancez la bille, et elle va faire ça, quoi. On le sait bien. Et en négligeant les frottements, elle va faire ça ad vitam aeternam. Mais c'est juste, donc, ça dépend des conditions initiales, à quelle vitesse j'ai lancé au départ. Donc, j'ai juste ces deux forces-là, j'ai ce mouvement-là, et ça peut effectivement correspondre à un mouvement, du coup, qui, pour la masse ici, est un mouvement circulaire uniforme, qu'on sait donc traiter très facilement. Quelle est l'accélération d'un mouvement circulaire uniforme? Alors, si on tourne à vitesse constante, oui, moins V2 sur R ou RT, ou Rθ point carré. Donc là, l'accélération, ça va être... Alors évidemment, il faut se mettre dans les coordonnées polaires, hein, on va pas... Alors ok. Donc, on est d'accord que le mouvement, il va être comme ceci. Alors, je vais appeler... Ça, vous avez voulu l'appeler θ. Tant pis pour vous. Du coup, maintenant, cet angle-là, vous l'appelez comment, celui-là? Phi. Phi. Allez. Du coup, il y a Uφ qui va vers l'arrière, là, comme ça. Et là, il y a... Ah non, c'est pas sphérique. Non, mais bon, non, on va faire polaire dans ce plan-là. Simplement polaire avec l'angle, avec la coordonnée R qui va être constante et phi. Voilà. Du coup, c'est sphérique avec la constante. Oui.
Et θ constant aussi. Oui. Comme ça, parce qu'on l'a dit. Si vous voulez. Non, le seul truc, c'est que comme c'est un mouvement qui est plan, finalement, Oui, voilà, c'est polaire. Enfin, c'est... en fait, on regarde le. Alors, du coup, que vaut l'accélération? Donc, on a dit, l'accélération, on a dit que c'était moins r θ point... Alors, c'est pas θ point carré, c'est phi point carré. D'accord? U phi. Pardon. UR. D'accord? Ça vous va, ça? UR, c'est ça. Si vous voulez, c'est radial. Si je fais vue du dessus, phi est là, U phi est comme ça, UR est comme ça, et l'accélération, c'est... Là, j'ai la distance R. L'accélération, allez, je vais l'écrire. L'accélération, c'est moins R phi point carré U phi, UR. Mais que vaut R? L sinus θ, absolument. Donc voilà l'accélération. On ne prend pas en compte le terme R phi point point, U phi. Non, parce que je suppose que ça tourne à vitesse constante. D'accord, ok. D'accord? Parce qu'en fait, il n'y a aucune force qui agit hors du plan où se trouve la... Enfin, contenant la verticale et le fil. Donc bien sûr, il faut négliger les frottements. Voilà. Du coup, on va rester à vitesse angulaire constante. Une autre façon de le voir, tiens, pourquoi la vitesse angulaire est constante? Si on vous pose cette question-là, une réponse très simple. Pourquoi la vitesse angulaire va être constante? Ah si. Le ring est constant. Ah non, le ring est constant parce que la vitesse angulaire est constante. Oui. En fait, oui, mais... Ouais. Oui, mais justement, je voudrais... On peut le démontrer. Enfin, on peut faire mieux que dire, ouais, on a l'habitude, ça tourne. Pourquoi, en fait, si on le lance avec une certaine vitesse angulaire, pourquoi il va la garder? Il va pas décélérer. État d'équilibre. S'il n'y a pas de frottement. Ok. Il ne va pas décélérer. Bah non. Pourquoi? Parce que théorème du moment cinétique. Parce que si je regarde le moment cinétique par rapport à cet axe-là, parce que là, ça tourne autour de cet axe-là. D'accord? J'ai quoi? Donc j'appelle delta cet axe toujours. J'ai d de sigma delta sur dt, moment cinétique par rapport à delta, qui vaut la somme des moments des forces par rapport à delta. Ok? Mais il y a deux forces. La tension qui passe par l'axe, moment vaut 0, et le poids. Mais le moment du poids, on vient de le calculer, je l'ai effacé, le moment du poids, il est vectoriellement OM vectoriel P, il est sur cet axe-là, il est horizontal. Il fait tourner, on sait bien, il fait tourner comme ça, c'est celui qui faisait tourner le pendule. Donc il est comme ça maintenant, si je le projette, ce moment, ça là, ça, on est d'accord que c'est le moment par rapport à O de la force F, du poids, scalaire U delta, vous vous rappelez? Donc le moment qui est comme ça, scalaire U delta, c'est 0. Yes? Il n'y a aucun moment qui agit sur cette rotation-là. Le moment du poids, il est suivant l'axe. Ah, pardon, delta. Ah, j'ai changé de delta entre-temps. Je Ouais, suis désolé. oui, et suivant delta, justement. Ça, c'est Z. Voilà. Ah oui, d'accord. Là, je m'intéresse à la rotation autour de OZ. Ben, ce que je dis, c'est qu'il n'y a aucun moment qui agit
pour modifier la rotation autour d'OZ. Parce qu'il n'y a que deux forces. Celle-ci passe par OZ, donc c'est réglé, son moment est nul, et celle-là passe pas par OZ, mais ce poids, si vous voulez, ce vecteur est parallèle à OZ. Donc ça ne fait pas tourner autour de OZ. Ça fait tourner autour de ce que l'on avait appelé U delta, mais qui est dans le plan orthogonal à OZ. Donc quand je fais ensuite scalaire Z pour obtenir le moment par rapport à OZ, j'obtiens 0. Mais sinon, vous avez le point qui est parallèle à l'axe de rotation. Donc ça, le moment est ici. Donc la tension, elle agit, oui, la tension, elle fait partie des forces qui assurent l'équilibre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant même de supposer que le mouvement se fait à vitesse angulaire constante, on peut démontrer que la vitesse angulaire du système, c'est-à-dire de la masse, par rapport à l'axe OZ, donc la vitesse angulaire de cet angle-là, parce qu'il peut y avoir aussi cet angle-là, mais cet angle-là, l'angle qu'on a appelé phi, ça, phi point va être constant. La vitesse angulaire autour de l'axe OZ est nécessairement constante puisqu'il n'y a aucune force qui a un moment par rapport à cet axe-là. Or, ce qui fait varier la vitesse angulaire, le moment cinétique, c'est le moment des forces. Donc il n'y a pas de moment qui modifie la rotation autour de OZ. Par conséquent, la rotation autour de OZ, elle va rester constante. Ça n'empêche pas que le corps se balade en plus, mais pour ce qui est de phi, c'est-à-dire la projection du mouvement sur cet axe-là, elle se fait à vitesse angulaire constante. Maintenant, ça peut faire des machins comme ça, éventuellement. Ça peut être super compliqué si on ne tourne pas assez vite. Mais en tout cas, par rapport à phi, ce sera toujours à phi point égale constante. Donc ça, c'est constant. Donc il n'y a pas le terme en phi point, phi 2 points. C'était ça la question, je ne sais plus qui l'avait posée, dans l'expression de l'accélération. OK? Donc, on peut écrire effectivement que l'accélération, ça vaut ça. Et que par ailleurs, donc m fois ça, ça vaut t plus mg. On projette tout ça sur UR. Et on obtient, ça projeté sur UR, ça fait 0. D'accord ? UR est dans le plan, ça c'est orthogonal. Et ça projeté sur UR, ça fait la valeur de t scalaire, fois, c'est la norme de t fois le... Le sinus, c'est pi sur 2 en θ. Le cosinus. Le sinus. Oui, c'est celui-là, θ, bien sûr. Le sinus de θ. Ceci dit, on ne connaît pas t. Donc après, il faudra encore écrire l'équilibre. Il faut dire ensuite que dans le plan vertical, t cos θ, pour le coup, ça vaut mg. Et donc on écrit et on a la solution. Donc on peut traiter entièrement le problème. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop le temps, mais on pourrait traiter entièrement ce problème dans le référentiel galiléen. Mais l'intérêt, ce que je voulais faire là, en exercice d'application de la partie du cours qu'on a faite avant, c'est de le faire dans le référentiel tournant. À partir du moment où on a compris que le moment cinétique était constant autour de l'axe Z, et que donc le mouvement se fait à vitesse angulaire constante autour de OZ, on peut se placer dans le référentiel qui tourne à cette vitesse angulaire-là. Et dans le référentiel tournant, alors c'est très simple ce qu'il faut écrire. Dans le référentiel tournant à vitesse phi point constante, bien le corps il est à l'équilibre. Il est purement à l'équilibre. Il n'y a plus d'accélération. Enfin, il y a une accélération, mais elle est nulle. D'accord ? Ce qui caractérise ce mouvement-là, c'est l'équilibre, en fait. Le corps ne bouge pas dans le référentiel tournant. Donc, dans R, on l'a fait, enfin je l'ai énoncé, on pourra le finir après si vous voulez, s'il nous reste 2 minutes. Mais dans R', donc dans R' tournant à phi point égale constante, alors quel phi point? Justement, c'est la vitesse angulaire, on peut le choisir. Enfin, si on lance vite, on va voir ce que ça donne. Si on lance doucement, on va voir ce que ça donne. En tout cas, phi point est une constante en mouvement. Donc dans ce référentiel-là, du coup, on est dans le cas super simple où on a juste une rotation autour d'un axe fixe à vitesse constante. Donc, dans ça, le corps est à l'équilibre.
qui ne bouge pas. Et par conséquent, on peut réécrire les conditions d'équilibre, c'est-à-dire somme des forces égale 0, somme des moments égale 0. Bon, les moments, on s'en fout, puisqu'il y a juste un point. Somme des forces égale 0. Mais attention, on est dans un référentiel maintenant qui n'est pas galiléen. Donc quand on dit somme des forces égale 0, c'est somme de toutes les forces, y compris les forces d'inertie, égale 0. D'accord ? Somme des forces égale 0. Ok, y compris force d'inertie. Et on va énoncer les forces. Donc on a T plus mg, ça c'est les forces normales, enfin les forces universelles, les forces vraies, c'est pas forces qui s'exercent vraiment entre les corps physiques. Et puis après, il y a les forces qui apparaissent dans le référentiel où on est, parce que ce n'est pas un bon référentiel galiléen, mais on a vu qu'on pouvait le traiter, il faut juste ajouter. Alors, la force d'inertie d'entraînement, comme on est à vitesse constante, c'est juste la force centrifuge. Alors que vaut-elle? Force centrifuge. M oméga 2 Hm. M oméga 2 Hm, c'est-à-dire juste le rayon ici. C'est-à-dire L sin θ. Je l'écris tout de suite, L sin θ? Oui. Allez. Non? Oui. Ça, c'est R. Alors, il faut mettre un axe, c'est suivant UR. En fait, ce UR, c'est le UX, il est fixe en l'occurrence, puisque le corps est au repos. Enfin, c'est le vecteur axifuge. Donc ça, c'est la force centrifuge. Plus la force de Coriolis, mais comme le corps est à l'équilibre, il n'a pas de vitesse dans le référentiel R', dans le référentiel tournant, le corps ne bouge pas. Donc sa vitesse relative dans le référentiel R', c'est 0, et donc la force de Coriolis aussi. La force de Coriolis, c'est moins 2m oméga vectoriel V', vitesse du corps dans le référentiel tournant. Mais là, notre corps, on cherche des conditions d'équilibre. Sa vitesse est nulle dans le référentiel tournant, justement. Parce qu'on se déplace avec le corps. C'est ça l'idée. Donc V' égale 0 ici. Donc la force de Coriolis aussi. Par conséquent, les seules forces qui s'exercent sur le corps, si on les considère dans le référentiel tournant, c'est T plus mg plus la force centrifuge, M oméga 2 Hm, cette fois-ci L sin θ UR. Et par conséquent, voilà, on a deux équations à deux inconnus. T et θ. Puisque oméga, c'est notre paramètre. On lance avec un certain oméga. Okay. Ça dépend de notre condition initiale. Oméga, ici, on est d'accord que c'est phi point, en fait. C'est la vitesse angulaire. Donc c'est une constante, ça vaut ce que ça vaut, ça dépend de notre condition initiale. Bon, on va projeter ça... On va projeter, comme on ne connaît pas T et qu'on ne nous l'a pas demandé, on va projeter ça sur l'axe orthogonal à T. D'accord. Donc c'est un axe qui, par rapport à l'horizontale, fait un angle θ, justement. Et donc on a... Alors, P scalaire, ce vecteur-là, c'est 0. Mg, alors Mg projeté là-dessus, ça fait Mg, donc on a θ là, donc on a θ là, donc on a θ là. Donc c'est Mg sin θ, je ne me trompe pas. Alors il faut mettre un sens. On projette là-dessus. En l'occurrence, c'est Uθ déjà. Donc je fais tout ça scalaire Uθ. Donc j'ai Mg
sin θ, je me trompe pas, hein? C'est bien ça? Oui. Sûr, hein? Donc, si on met θ égale à pi sur 2, on a u θ qui... Bah, c'est juste un moins mg sin θ du coup. Ah oui, moins, bien sûr. Ok. Moins mg sur sin θ. Et puis ça, U, donc il faut projeter UR sur Uθ, donc il va y avoir un plus cos θ ici. Donc plus M, phi point carré, oméga 2, enfin, vous préférez quoi? Phi point carré, L, sin θ, et donc cos θ, on a dit. Égale 0. Alors, on voit que ça ne dépend pas de M. Par contre, ça dépend de L, bien sûr. Les sin θ peuvent s'en aller. Et donc, on a... Bah, on cherche θ, on a dit qu'on cherchait à quel angle ça... Donc, on a cos θ qui vaut G sur L sin θ phi point carré. Ah non, non, il n'y a plus de sinus. Pardon. G sur L phi point carré. Oh, c'est joli ça. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Regardez ça. Alors déjà, les dimensions. Vous vous rappelez que racine de G sur L, c'était la pulsation de l'oscillation standard. Donc G sur L, c'est un oméga carré divisé par un autre oméga carré, un point carré. Donc ça, c'est bien sans dimension. Parfait. Mais vous voyez autre chose, et c'est ça qui est absolument magnifique. Alors, d'abord, continuons encore un peu qualitatif. Alors, c'est une constante, effectivement, c'est ce qu'on cherchait. Hein. On a écrit les conditions d'équilibre. Mais, donc, ça veut dire que c'est possible. Mais, c'est possible. Alors, avant de dire la chose magnifique que je brûle de vous dire, de vous faire voir, qualitativement, si phi est plus grand, si phi point est plus grand, si on tourne très vite, on voudrait que l'angle soit plus grand. Alors, est-ce que c'est bien ça? Si phi point tend vers l'infini, enfin si phi point augmente, cos θ diminue, et si cos diminue, effectivement, l'angle augmente, et à phi, quand on fait tendre phi point vers l'infini, c'est-à-dire qu'on tourne infiniment vite, à ce moment-là, on va avoir cos θ égale 0, c'est-à-dire θ égale pi sur 2, ça tourne à l'horizontale. Donc on est content. Mais maintenant, non, encore un truc, L, si L est plus grand, ah ouais, si L est plus grand, bah c'est pareil, si L est plus grand, c'est... On a un cos θ qui est plus petit. Ah ouais, si L, si L est plus grand, pour une même vitesse angulaire, ça va être plus... Oui, parce que si L est plus grand, en fait, la vitesse est plus grande. Et en fait, la force centrifuge, du coup, la force centrifuge elle va être plus importante, puisqu'on est plus loin de l'axe. Donc, pour une même vitesse angulaire de rotation, en fait, ça tire beaucoup plus à l'horizontale. Donc, ça va dans le bon sens. Mais maintenant, la chose superbe, c'est qu'on a supposé qu'on était à l'équilibre, d'accord, dans le référentiel tournant. Mais là, on a la condition là-dessus. Parce que le cos θ, il doit être plus petit que 1. Ça, c'est forcément plus petit que 1. Si ça, c'est pas plus petit que 1, c'est-à-dire si on ne tourne pas assez vite. Par exemple, si on ne tourne pas, si phi point égale 0, la condition d'équilibre, c'est que cos θ égale infini. C'est juste pas possible. Si on ne tourne pas, c'est impossible de garder le truc comme ça. D'accord ? Si on ne tourne pas, ça va tomber, on le sait bien. Et donc, quel est le phi point minimal pour lequel il y a une position d'équilibre? Bah, c'est le phi point qui va donner ça égale 1. Parce que si le cos θ dont on a besoin pour vérifier les conditions d'équilibre est plus grand que 1, c'est foutu, ça n'existera pas.
Donc, donc la vitesse angulaire limite, vitesse angulaire minimale, pour qu'il existe un équilibre de ce type-là, c'est phi point limite égale quoi? Eh bien, c'est phi point limite tel que G sur L phi point limite soit égal à 1. Et ça fait phi point limite, carré là, égale racine de G sur L, c'est-à-dire oméga 0. C'est pas magnifique ça? La vitesse angulaire limite avec laquelle il faut faire tourner le pendule, c'est précisément sa fréquence propre quand il oscille dans un plan. Waouh! Enfin, sa pulsation propre. Enfin, sa pulsation. Yes? Moi, je trouve ça beau. C'est l'heure, c'est ça? Un petit peu. Bon. Enfin, si vous voulez essayer de le faire avec, dans le référentiel galiléen, vous allez retrouver pareil. Ouais.